Eh bien bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de cette édition de la France Design Week à Nantes. La France Design Week qui se passe du 14 au 28 septembre donc, et qui propose plus de 70 événements ateliers. Voilà, l'événement est porté par un collectif d'acteurs ici présents. On a l'association Kernel, la Samoa, Nantes Métropole. On a le plaisir de recevoir aussi le président de la PCI, de l'Association pour la promotion de la création industrielle. Et évidemment, Christian Guellerin qui nous dira un mot pour nous accueillir. Voilà, je suis Florent Orsoni pour ma part, directeur du service prospective et professionnalisation à l'école de design, et j'aurai le plaisir d'animer les débats avec vous, j'y compte bien, pour quelques questions sur un sujet vivant qui s'annonce passionnant. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Christian Guellerin pour un mot de bienvenue. Christian. Bienvenue à tous. Merci d'être là, ici, à l'école de design, à l'occasion de l'inauguration de cette formidable manifestation qui a été portée depuis l'origine sur le plan national par la PCI et puis tout un tas d'acteurs locaux qui vont intervenir les uns après les autres et qui sont là réunis et qui sont directement impliqués dans l'organisation et dans la dynamisation de cet événement. C'est un événement important, très fédérateur, beaucoup d'acteurs, beaucoup de manifestations. Et il se trouve que à Nantes, l'an dernier, nous étions le lieu où il y avait le plus de manifestations, je crois. Je ne sais pas où on en est cette année, mais voilà. Donc, ce qui prouve qu'il y a une dynamique autour du design à Nantes. On a le plaisir de vous recevoir ici. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, c'est un magnifique bâtiment dans lequel on est depuis maintenant un an, qui accueille 1750 étudiants, designers, beaucoup d'entreprises. Un petit mot pour remercier tous les anciens qui sont là. On fait un travail important autour des anciens. On commence à avoir une communauté d'anciens ici à l'école de design de 4000 étudiants. Et Stéphanie qui est là, pour ceux qui ne sont pas dans nos fichiers d'anciens ou qui n'ont pas actualisé, Stéphanie est là. Stéphanie Martin-Petit dirige ce département et avec beaucoup de projets extrêmement intéressants. Merci d'être là. Je suis très intéressé par le sujet parce que vivant, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et j'en attends beaucoup, évidemment. Et donc, je suis effectivement très intéressé par cela. Merci beaucoup. Vous êtes à l'école de design, vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup de choses à faire avec nous. Et voilà, bravo. Et puis, aimons-nous vivants. Ce qui est quand même absolument formidable, parce que voilà ce que m'a inspiré le titre. Et j'avoue que c'est quand même pas ni original, ni très intéressant. Mais bon, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Christian. On va laisser la parole à Rosen Ludard pour un mot. Bonsoir à toutes et à tous. Donc France Design Week, effectivement, c'est quoi? Peut-être que certaines d'entre vous ne le savent pas encore, ne sont pas forcément contributeurs, contributrices cette année. En fait, c'est un label événementiel donc, qui vise vraiment à donner de la visibilité, à montrer ou voire même à démontrer la diversité et la vitalité des pratiques du design français. Donc vous en êtes la démonstration ce soir. Notre territoire est vivant d'acteurs, d'actrices impliqués dans la filière design, qui s'engagent, qui contribuent et qui fait rayonner évidemment le développement économique de notre région et bien au-delà. Cette 4e édition est déjà un succès à l'échelle nationale puisqu'on a un nombre croissant d'événements, plus de 540 sur le territoire cette année, donc réunis sur la période du 14 au 28 septembre. Donc la semaine dernière, bien sûr, avait lieu Paris Design Week, Maison Objet, qui ouvrait les festivités, qui le font depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, il y a un passage de témoins, effectivement, dans toutes les régions de France. Donc cette édition a été également l'objet d'une nouveauté avec le choix de cette thématique vivant, donc vivant au singulier, vivant au pluriel, comme le disait Christian Guellerin en plaisantant. Nous l'avons choisie car en fait elle permet de mettre vraiment en lumière la capacité du design dans tous ses aspects de notre vie à explorer comment le design est créé et grâce aux vivants pour les vivants. Donc en région Pays de la Loire plus précisément, c'est aujourd'hui 90 événements qui auront lieu sur cette thématique, donc des expositions, des conférences, des ateliers, et qui auront lieu donc dans les 15 prochains jours jusqu'au 28 septembre. Donc 70 événements sur Nantes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le programme en ligne, francedesignweek.fr.
Aujourd'hui, donc, c'est en tant que présidente de Kernel, l'association de promotion du design et des designers en Pays de la Loire, que je m'adresse à vous. Donc, effectivement, Kernel est une association à but non lucratif qui structure, promeut et fait l'animation de la filière design en Pays de la Loire depuis octobre dernier notamment, à la suite de France Design Week. Donc elle coordonne aux côtés de la Samoa, de l'école de design et également de Créapolis au Mans, le festival France Design Week chaque année en septembre. Au-delà de cette coordination exceptionnelle, nous agissons tout au long de l'année pour créer collectivement un environnement propice aux designers de la région afin qu'ils collaborent à la structuration de leur filière pour plus de visibilité, de compréhension et de poids dans le développement économique du territoire. Ces environnements propices peuvent être aussi bien des temps d'échange que des mutualisations d'espaces de démonstration, comme l'exposition Bon Sens, que vous pourrez découvrir sur le parvis juste en face de l'école de design. Je tiens à remercier donc les co-organisateurs, notamment Hugues Dupuis de la Samoa et Frédéric Degouzon de l'école de design. Et merci à Gillian Grave, donc parrain de cette édition, qui nous a fait le plaisir de venir nous partager son expérience et que vous pourrez entendre tout à l'heure. Merci également à la DRAC pour son soutien et aux membres de Kernel, car vous êtes de plus en plus nombreux de jour en jour à rejoindre notre communauté. Donc pour le petit rappel, on fera notre prochain apéro design le 26 octobre à partir de 19h à l'ISA. Merci beaucoup. Merci Rosen. Je vais te laisser passer le micro à Fabrice Berthereau, qui est directeur général adjoint de la Samoa. Fabrice. Bonsoir à tous. Alors nos amis des sièges, je vais profiter de rester assis. C'est un peu ce sentiment en fait que sur l'île de Nantes, on accueille la créativité et la disruption en permanence. La Samoa aménage le territoire, elle héberge des entreprises, elle les accompagne en les aidant, en les conseillant, elle expérimente sur le territoire et elle anime les réseaux. Aujourd'hui, en fait, on est au cœur du quartier de la création. Je suis ravi d'être à l'école de design qui vient en fait terminer une séquence d'aménagement qui a duré 20 ans, dans lequel en fait on est venu installer dans un premier temps l'école d'architecture, l'école des beaux-arts, l'université, le pôle des arts graphiques, l'ESMA, pour constituer ce qu'on appelle le campus créatif. Aujourd'hui, c'est plus de 7500 étudiants qui sont présents sur le territoire et qui donnent en fait cette qualité, cette intensité au quartier. Le quartier, il est aussi marqué par une présence très forte d'équipements culturels. On a en face de nous Trampolino et Stéréolux, c'est eux qui lancent et qui animent la Nantes Digital Week, qui a été également inaugurée hier soir avec le festival Scopitone et qui donne aussi, avec les acteurs de la culture, une intensité et une spécificité, je dirais, ce côté singulier au quartier de la création et à l'île de Nantes. La présence des entreprises, c'est le troisième élément en fait qui donne des caractéristiques au territoire. Et aujourd'hui, en fait, on a un actif pour un résident sur le quartier de la création et on a un étudiant quasiment par actif également. Donc on a des équilibres qui sont très importants. Nantes est une ville en fait de créativité. La créativité, elle irrigue les 12 filières des industries culturelles et créatives, mais c'est aussi spécifiquement une terre de design. Aujourd'hui, c'est la métropole française qui a la plus grosse densité d'acteurs de design parmi ces entreprises. On est alors moins en volume et en nombre que des métropoles comme Lyon, mais on est loin devant en fait d'autres métropoles. J'ai cité Saint-Étienne, Lille ou Bordeaux. Et ça, c'est une caractéristique qui est chère à notre ADN. Donc, ravi de participer à cette aventure commune autour de la France Design Week. La Samoa a un rôle de fédérateur. On est là pour créer des liens et des passerelles. Et hier, on a évoqué le projet d'investissement d'avenir France 2030 sur lequel on a porté collectivement une réponse nantaise avec un collectif de plus de 30 structures. On est dans l'attente des résultats officiels qui devraient arriver demain. Il est trop tôt pour crier victoire, mais on verra demain. Donc, bonne France Design Week à Nantes. Profitez du quartier de la création. N'hésitez pas à continuer à nous bousculer avec le design. Si vous regardez derrière l'école de design, il nous reste un terrain de jeu à aménager qui est encore fort. Et les designers auront de belles années devant eux sur le territoire nantais. Et puis, on va continuer à secouer aussi le territoire national. Merci à tous. Merci Fabrice. On va laisser la parole à Hervé Fournier qui représente ici Nantes Métropole et la ville de Nantes. Hervé.
Merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis très très fier au nom de la ville et de Nantes Métropole de rappeler tout l'attachement qu'on a à l'école de design et à cet événement de la France Design Week. Donc je suis là pour saluer la PCI. Cher Emmanuel, merci de venir et d'ouvrir une des séquences importantes de cet événementiel. Tu m'as dit tout à l'heure 540 événements, donc c'est pas rien. Donc on est fiers d'en accueillir, vous avez dit le chiffre ici, à peu près 90, chère Rosen, et bravo à toute l'équipe de votre association Kernel d'être mobilisée également pour cet événement. Cher Fabrice, tu l'as rappelé, en fait, les écoles d'art ici, et les écoles d'art appliqué, et l'école de design et l'école des beaux-arts et le spectacle vivant ici en face avec les équipements culturels, ça concourt à l'attractivité du territoire, une soft power dont on est très fiers ici à Nantes. Donc c'est pour ça que nous sommes attachés à cette école de par le rayonnement qui est là. Je parlais avec Christian, que je salue également, de toutes les coopérations internationales tout à l'heure. Et on entend différentes langues parler quand on vient dans cet équipement. Mais on a besoin de vous également pour nous nourrir, nous, dans la sphère publique, de votre créativité, de vos idées. Je vais donner 2 exemples. Je pourrais en donner d'autres, mais en tout cas à mon échelle, puisque j'ai en charge quelques délégations, dont une sur les marchés de plein vent, donc les marchés en plein air, pas les marchés publics. Et donc on avait travaillé avec Julia sur... on avait demandé à des jeunes designers de l'école de nous aider à faire bouger un petit peu la représentation qu'on pouvait avoir des différents marchés de plein vent qu'il y a ici à Nantes. On a pris 4-5 cas d'études et c'est vrai que ça a quand même la restitution et les résultats qui ont été donnés ont sacrément titillé et interpellé nos services qui sont des services instructeurs du droit de place et qui comprennent qu'ils peuvent être également un animateur de politique publique, son site, la vie du quart d'heure, mais aussi redessiner un parcours citoyen, consommateur, habitant à l'occasion d'un marché de plein vent. En tout cas, ça nous a aidé à faire bouger les chakras. Et là, je sors d'une réunion avec des commerçants de la Petite Hollande et c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même relation qu'on pouvait y avoir il y a quelques temps. Ça, c'est un exemple et ça renvoie effectivement à des process et des dynamiques très vivantes entre l'école de design, ces jeunes étudiants, et les services de la métropole, de la ville en l'occurrence. Et je vais donner un dernier exemple qui est tout récent, puisque l'école de design est intervenue pour aider l'association de la Vache Nantaise à mettre en scène, à mettre en récit un petit peu cette histoire de la réintroduction de cette espèce animale dans les zones, dans les pâturages humides des bords de Loire. Bon, il y a tout un projet autour de préservation de la biodiversité et du retour à l'animal et à l'agriculture dans la métropole. Et on a eu aussi, et on a toujours besoin, des designers pour nous aider à faire passer les messages et à aider aussi les promoteurs de cette association à trouver les justes parcours et les justes messages auprès du grand public, puisqu'ils étaient dans tout forum. Un grand marché qui a eu lieu dimanche. Voilà, je voudrais m'arrêter là, saluer quand même Guilien, parrain de cette édition globale ou nantaise. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai regardé vos travaux et je salue tout votre engagement autour des questions de vivant, vos collaborations avec les musées d'art, les musées d'histoire naturelle. Votre expérience aussi autour de la problématique de l'eau, qui à mon avis est un sujet dans lequel on va avoir besoin de toutes les mobilisations ici et au lointain, sujet qui touche évidemment au vivant, parce que s'il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de vie, tout simplement. Donc je pense que là, il y a un boulevard d'intervention et d'accompagnement des décideurs sur ce sujet-là. Merci pour votre attention. Merci Hervé. On va laisser la parole à Emmanuel Touan, qui est président de l'Association pour la promotion de la création industrielle. Et puis aussi, on n'en est pas peu fiers, alumni de l'école de design. Merci beaucoup Florent. Merci à tous d'être là, présents ce soir. C'est super qu'on soit nombreux.
J'étais à la France Design Week Île-de-France, au lancement de la France Design Week Île-de-France hier soir. J'étais en Bourgogne la semaine dernière et on voit que sur l'ensemble des territoires, les designers s'emparent des sujets dont on va parler et dont vous allez entendre parler avec l'intervention de Gillian. Je ne vais pas vous saouler très longtemps. Le sujet, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, en tant que designer, on a une responsabilité. On a une responsabilité d'être compris, c'est-à-dire c'est quoi le design? Alors tout le monde pose la question, mais c'est de notre faute si on n'a pas compris. C'est parce que les designers ne parlent pas aux non-designers, ou très peu. Et donc en fait, moi je suis ravi d'avoir des assemblées de designers en face de moi, mais je sais que j'ai un public conquis sur les sujets de design. Alors les designers, ils sont en capacité aujourd'hui de répondre aux grandes questions systémiques, on le sait. On sait qu'on peut travailler sur de l'atténuation de l'empreinte de ce que je vais appeler la recréation. Ici, on est sur le quartier de la création. Ce serait bien qu'on soit sur le quartier de la recréation pour se poser les questions fondamentales de vivant, relation aux écosystèmes, pour pas qu'on urbanise comme des malades, sans se poser les questions de liaison à l'autre, liaison au vivant, et au vivant avec un S. On va travailler aussi, évidemment, au-delà des problématiques d'atténuation, et ça c'est notre sujet principal, sur les problématiques d'adaptation à nos contextes. C'est à nous de faire le travail, c'est à nous de travailler bien pour être capable d'adapter en fonction de ce qui va nous tomber dessus. Je vais vous reparler des crises, comme tout le monde, mais on a pris la crise pandémique, on le sait, la crise climatique, elle est là, la crise géostratégique, si on parle des guerres en ce moment, on en a pas mal, et la prochaine, c'est la crise démographique. Puisque dans 5 ans, en gros, on a beaucoup plus de seniors que de gens capables de supporter le poids des seniors en France. Tout ça, c'est des sujets dont les designers doivent s'emparer. Il faut s'en emparer pour aller justement guider nos politiques publiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Hervé. Il faut qu'on travaille sur des hybridations de sujets. Il faut qu'on soit capable de s'accompagner tous ensemble et de faire collectif, et pas de critiquer une démarche ou l'autre. Moi, je suis ravi d'être président de la PCI. J'ai été élu il y a 6 mois, donc je suis un jeune président, mais je suis personne. À ma place, il devrait y avoir un capitaine d'industrie, un gros capitaine d'industrie française qui fasse la promotion du design sur le volet transformatif. Parce qu'aujourd'hui, on cherche tous à transformer le monde, mais si nous, on n'arrive pas nous-mêmes à convaincre de notre potentiel de transformation, le monde ne va pas changer très vite. Donc merci en tout cas de le faire sur votre territoire avec l'implication de tous les événements France Design Week. On le voit ici à Nantes et en Pays de Loire plus largement, on est très actifs. Je suis effectivement, en tant qu'alumni, ravi de revenir aux sources, même si vous vous doutez que moi, je n'ai pas fait l'école ici. Moi, j'étais loin. J'étais à Carquefou, dans des préfabriqués à certains moments. Mais c'était une excellente formation. J'ai passé un excellent moment et on nous écoute de plus en plus. J'ai la chance d'être au Conseil national du design et donc de rapporter ce que peut faire le design directement au service de Matignon. Alors ça a l'air pompeux, mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'État se pose la question de comment le design va pouvoir impacter ses politiques publiques et notamment les politiques territoriales. Donc allez voir les pôles de compétitivité, allez voir les aménageurs, allez voir les urbanistes, les architectes, les écoles et monter des projets communs et collectifs parce que les designers sont hyper forts pour le faire. Il ne faut surtout pas qu'on reste tout seul complètement perché. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup Emmanuel. On va remercier évidemment l'ensemble des parties prenantes de France Design Week. Merci pour ce discours engagé, on te connaît et ça fait plaisir d'entendre ces approches-là. Alors, on va laisser la parole évidemment à Gillian Grave, qui est l'agence Big Bang Project. Je vais te laisser t'installer, Gillian, parce que je crois que tu as quelques manipulations à faire le temps que je présente rapidement. Donc, Gillian, tu es le parrain de cette édition. Ton sujet particulier, c'est que tu travailles donc sur les technologies du vivant, le design, les sciences, donc à la croisée de tout ça. Et on va te laisser nous en dire plus et montrer comment cette approche des systèmes vivants peut éclairer le design. Donc comment on arrive à faire j'allais pas dire ce syncrétisme, mais tu parles, je crois, de design bio-inspiré. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne ?
quels sont les résultats. On a pris le parti d'avoir aussi une approche où Gillian va nous parler pas mal d'exemples. On ne va pas rester trop longtemps dans la théorie, il en faut un peu quand même. Et on va voir comment c'est opératif. Et puis ensuite, évidemment, on passera à un débat beaucoup plus large après ces 25 minutes d'inspiration de Gillian. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici avec vous ce soir. Alors moi, je viens de pas très loin, je viens de Saint-Nazaire à l'origine, donc je reviens un petit peu aux racines. Et donc ce soir, on va parler de design et de biomimétisme. À main levée, qui a déjà entendu parler de biomimétisme, que je sache un peu me situer? Ok, pas mal. Qui veut se tenter à une petite définition plus dure? Il y a moins de mains levées d'un coup. Oui, vas-y. Mais tu triches, tu connais déjà. Hein. Je peux faire une petite tentative toutefois. À mon sens, avec vraiment ma propre vision, sans parler pour les autres ou pour d'autres spécialistes, je dirais que le biomimétisme, c'est vraiment avoir une approche centrée sur l'observation notamment et l'inspiration de tout ce que peut nous apporter le vivant et la nature pour comprendre les codes et être capable d'innover, que ce soit numériquement, scientifiquement ou dans d'autres domaines bien plus variés. C'est pas mal du tout, ouais, on peut applaudir, ouais, je pense. Merci Axel pour cette définition. Effectivement, on verra ça, ces questions de sémantique juste après. Mais en tout cas, on est vraiment dedans, avec un volet aussi environnemental, une approche environnementale qui est vraiment très très forte. Autre question, je vais vous présenter un petit objet de design qui est assez incroyable. Je vais vous le faire passer d'ailleurs. Est-ce que tu veux le décrire rapidement ? On dirait une corne, un coraux, Oui. probablement imprimé en 3D. Voilà, avec tout un tas de fils qui créent une structure en fait, un amoncellement de fils qui crée une structure. Ça ressemble à une corne ou une espèce de corail ou de coquillage. Voilà. Ok, et donc c'est fait par la nature ou fait par l'homme, d'après toi? Pour moi, c'est fait par l'homme. Ok, et non, c'était un piège. Effectivement, c'est fait par une éponge de mer qui s'appelle Euplectella aspergillum. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est une structure qui est fabriquée en verre. Donc, c'est très léger, vous allez la manipuler. On est sur une structure qui est fabriquée à partir de ressources locales. Hein. La silice, elle a été capturée autour de l'organisme pour fabriquer son squelette en verre. C'est fabriqué à, alors j'espère ne pas dire de bêtises, 14 degrés à peu près, c'est ça? Tu sais? Ok. Alors que nous, pour fabriquer du verre, on doit monter en général à 1500 degrés à peu près. Donc c'est fabriqué dans des conditions de température et de pression ambiante. C'est fabriqué par ajout de matière et non pas par enlèvement de matière. C'est adaptable à son environnement. C'est entièrement évolutif. C'est recyclable, etc. Donc finalement, quand on voit des objets aussi complexes qui sont designés par la nature, on se dit pourquoi est-ce que finalement ce modèle-là ne peut pas être un modèle pour nous, designers également. Donc tout le jeu de biomimétisme, c'est ça. C'est de faire de ces principes inspirés du vivant, qui sont écrits juste ici, hein, l'utiliser des ressources locales, favoriser justement des températures ambiantes, ce genre de choses-là. Si on fait de ces principes inspirés du vivant des principes de conception, pour concevoir les objets qui nous entourent demain, eh bien, on aurait bien moins de problèmes. Et donc ça, c'est le jeu du biomimétisme, c'est de faire de ces principes du vivant des principes de conception pour pouvoir repenser ce qui nous entoure. Donc on l'aura compris, ici, pour faire un petit peu de sémantique, le biomimétisme est une façon de chercher à innover par, pour et avec le vivant. Donc c'est autant en fait une méthodologie qu'une philosophie qui consiste à prendre le vivant comme modèle pour pouvoir justement réintégrer les activités humaines dans l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Et donc derrière tout ça, on a une portée écologique et donc on est dans une démarche d'éco-conception. Donc finalement, si on s'inspire juste du vivant, on fait de la bio-inspiration. Si on s'inspire du vivant pour concevoir des innovations, on fait ce que l'on appelle de la biomimétique. Si l'on s'inspire du vivant pour concevoir des innovations durables, on fait du biomimétisme. C'est bien ça. Donc on a vraiment en fait ce lien vers alors, innover par, pour et avec le vivant. On dit souvent ça. Par, c'est le chemin, c'est la méthodologie que l'on suit. Pour, c'est pour protéger finalement ces vivants, humains et non humains, qui sont autour de nous. Et puis avec, parce que parfois on peut aussi collaborer, et on le verra rapidement via un exemple tout à l'heure. Alors, je vais revenir pour poser une autre question. Selon vous, combien d'espèces peuplent la Terre aujourd'hui? Et beaucoup, ce n'est pas une réponse.
Vas-y. Je savais que ça allait tomber sur toi. Alors, les espèces décrites ou celles qu'on estime exister? Allez, les deux, vas-y. Aujourd'hui, celles qui sont décrites, on est à peu près à 2 millions d'espèces, Oui. dont la moitié sont que des insectes. Et on estime environ... alors, les plus farfelus diront 100 millions, mais moi, je ne suis pas du tout là-dessus. On est plutôt sur 7 à 8 millions d'espèces estimées sur Terre, à peu près. Alors, moi, Donc, on m'a toi, t'es dit 10 17, à 20. Et on Ouais, m'a dit ça 100 dépend si on des, prend en compte ça tous les dépend des méthodes. micro-organismes. Ça dépend Ouais, vraiment des ouais. méthodes. Ouais. Ouais, c'est, Donc- oui, c'est à peu près correct. Ouais. Et donc effectivement, donc voilà en fait, et on se dit que finalement autour de nous, chacune des espèces qui peuplent la Terre aujourd'hui a des choses à nous apprendre, puisqu'elle remplit des fonctions vitales en respectant le même cahier des charges que l'on a vu avant. Donc par exemple, chaque espèce a développé une stratégie singulière pour aller capter l'eau, pour produire de l'énergie, pour la stocker. Le stockage de l'énergie est une question aujourd'hui qui est aussi clé à partir du moment où on se dirige vers du tout électrique. On a besoin d'imaginer justement des nouvelles manières de stocker de l'énergie qui ont un impact environnemental moindre que ce que l'on propose aujourd'hui comme solution. Et donc finalement, chacune de ces 2 millions d'espèces connues et décrites a des choses à nous apprendre à nous, designers. Et donc ça, c'est assez intéressant à comprendre comme message, c'est que le vivant est une source d'inspiration qui est quasi inépuisable, sachant qu'il y a plein d'échelles pour se bio-inspirer. Plein d'échelles, on peut regarder le vivant de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique. Donc on peut très bien aller voir le fonctionnement de certaines structures, le fonctionnement de certains organes. On peut aller voir un petit peu comment fonctionnent certains organismes. On peut regarder aussi les interactions qui peuvent exister entre différents individus d'une même espèce ou différents individus de différentes espèces au sein d'un écosystème donné. Et donc, tout ça peut nous inspirer la conception de nouveaux matériaux, produits, services, de nouvelles façons de penser l'habitat ou de nouvelles façons d'habiter, de nouvelles façons de penser les quartiers, villes ou territoires, voire même repenser la façon dont on organise nos sociétés. On peut très bien demain dire, eh ben tiens, je regarde la façon dont les ressources sont gérées à l'échelle d'un écosystème naturel pour repenser en fait la façon dont on gère nos ressources dans une ville. Ça vous intéresserait ? On bouclerait les ressources, on bouclerait les flux de matière, d'énergie, d'informations, etc. Et bien sûr, on aurait bien moins de problèmes environnementaux en suivant justement tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, typiquement pour moi, en tant que designer industriel de formation, on m'a formé à travailler de l'échelle du millimètre à l'échelle du mètre. Aujourd'hui, parce que je m'inspire du vivant à ces différentes échelles, je travaille de l'échelle du nanomètre à l'échelle du kilomètre. Et ça, c'est une énorme transformation dans mon métier. Et donc, pour travailler sur ces sujets-là, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille là-dessus. J'ai commencé quand j'étais étudiant à l'ENSI. Et donc, j'ai pu monter une agence qui s'appelle Big Bang Project. Et donc, on fait de la recherche, de l'innovation et une partie liée à l'éducation. Alors, pourquoi, quand on est designer, la recherche, c'est important ? Est-ce que vous avez des idées ? Attends, je sais à qui demander. Là, encore une fois, tu triches. Ouais, il triche. C'est important parce qu'en fait, les designers sont beaucoup dans la culture orale et finalement s'appuient assez peu sur ce qui a déjà été produit comme connaissance pour alimenter leur travail. Et on voit bien dans ce que tu présentes que c'est pourtant indispensable et de plus en plus indispensable de s'immerger dans une démarche analytique et aussi intuitive qui puisse permettre de brasser beaucoup de connaissances très différentes pour arriver à trouver des solutions nouvelles en design. Superbe réponse. Donc effectivement, et puis en plus, quand on regarde le vivant pour chercher à concevoir des innovations durables, eh bien, on va devoir coopérer avec différentes disciplines. Pour faire ce biomimétisme, par exemple, on doit faire coopérer des gens qui viennent des sciences du vivant avec des gens qui viennent des métiers de la conception ou de la création, des ingénieurs, des designers, des architectes, des urbanistes, etc. Et donc pour ça, eh bien, il va nous manquer de la connaissance qu'on va devoir produire, il va nous manquer des méthodes qu'on va devoir aussi expérimenter, il va nous manquer aussi des outils que l'on va pouvoir développer. Et donc, une fois que l'on a fait ça, eh bien, nos méthodologies et les outils qu'on a pu développer à l'agence, on va les appliquer sur différents sujets, différentes thématiques, dans la partie innovation, et on travaille majoritairement avec des grands groupes ou les grands centres de recherche. Et après, on cherche à les transmettre aussi, à transmettre cette boîte à outils dans la partie éducation, et donc ça passe par des expositions, de l'écriture aussi pour pouvoir rédiger ce que l'on fait, et de l'enseignement aussi. Donc ça fait une dizaine d'années que j'enseigne aujourd'hui le design biomimétique à l'ENSI, et donc ça permet aussi de partager cette approche-là, qui est une approche parmi d'autres pour pouvoir justement amener des réponses, ou en tout cas faire des propositions
pour répondre aux enjeux environnementaux, climatiques et liés à l'érosion de la biodiversité. Alors, pour faire ce biomimétisme, on l'a dit, il nous faut différents types de disciplines. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, je travaille à l'interface justement des sciences, de l'ingénierie, du design et du business, bien évidemment, parce qu'il nous faut aussi travailler avec des gens qui vont créer un cadre économique à nos projets pour pouvoir les amener sur le marché. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et ça nous permet de développer tout un tas de projets que je vais vous présenter ici. Donc là, je vais vous montrer quelques petits projets, mais avant tout, je vais vous montrer un petit peu ce qui peut se faire sur la partie recherche. Et donc, typiquement, sur la partie recherche, quels enjeux vont avoir des designers par rapport à la biologie? Qu'est-ce qui va être un frein, justement, à aller explorer ce vivant-là? Eh bien, quand on est designer, on n'a pas forcément un langage scientifique. On n'a pas accès à des bases de données en fait, scientifiques non plus. Et donc, on doit développer en fait, tout un tas d'outils, comme celui que vous voyez ici, qui s'appelle OkGaia, qui est un jeu de mots avec OK Google, mais c'est ce que l'on appelle un outil de fouille de la donnée biologique. Donc, un outil de fouille de la donnée biologique, c'est un Google du vivant, et qui va vous permettre, à vous, designers, ingénieurs, architectes ou urbanistes, d'aller explorer la littérature scientifique pour pouvoir justement trouver les meilleures stratégies biologiques qui répondent à une problématique donnée. Alors, ce n'est pas en ligne, c'est sur un serveur privé. Mais en gros, l'idée, c'est que si demain vous êtes architecte ou ingénieur et que vous cherchez à concevoir un matériau qui va séquestrer le carbone, eh bien, des organismes qui séquestrent le carbone dans la nature, il y en a un paquet. Et donc, on peut très bien chercher à comprendre comment ça fonctionne et s'en inspirer pour mettre au point des matériaux ou des objets qui vont après remplir cette même fonction-là. Et donc, cet outil-là a ce rôle de nous permettre justement d'explorer le vivant au travers de la littérature scientifique pour pouvoir inspirer les gens qui viennent des pratiques de la conception. OkGaia, c'est privé, public, c'est un projet que tu mènes toi? Pardon. Alors aujourd'hui, c'est privé. L'idée, c'est de l'ouvrir au public. Parce que là, on est sur des fonds qui sont entièrement liés au fonds de développement de l'agence. Donc, je n'ai pas des moyens qui sont énormes. On est petit comparé à d'autres entreprises. Et donc, l'idée, c'est que demain, on puisse mettre à disposition cet outil-là au grand public, à des étudiants aussi, bien évidemment. Mais il faut d'abord qu'on trouve un modèle économique qui permette de me rembourser une partie des frais de R&D que l'on a pu générer. Par contre, Big Bang Project est aussi membre d'un consortium de recherche qui s'appelle Biomig. Et vous pouvez aller voir en ligne, justement, Biomig, c'est un consortium de recherche qui associe différents acteurs, le Muséum national d'histoire naturelle, le CEBIOS et des grands acteurs industriels comme EDF, L'Oréal, RTE, le CETIM sur des questions d'ingénierie, etc. Et une petite agence qui s'appelle Big Bang Project, parmi des gros monstres comme ça. Donc on est une dizaine d'acteurs et on a un financement BPI pour développer justement des matériaux bio-inspirés et notamment aussi développer une plateforme de fouille de la donnée biologique qui est ouverte au grand public. Donc ça sortira très certainement avant que OkGaia soit ouvert au public. Désolé, j'ai la voix un petit peu cassée, je suis sur la fin d'un gros rhume, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors maintenant, pour vous montrer un petit peu quelques exemples de projets, et je ne sais pas du tout quel temps il me reste. Ok, c'est parfait. Donc je vais vous montrer quelques exemples de projets pour voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant pour pouvoir développer des innovations qui sont, en tout cas qu'on espère, plus durables. Et donc pour ça, je le disais, on travaille dans différents secteurs. Alors, c'est très très large puisque cette démarche-là, on peut l'appliquer justement dans des secteurs très très différents. On travaille sur le futur de l'habitat avec des grands acteurs industriels. On travaille sur le futur des villes et des territoires avec quelques acteurs publics notamment. On travaille sur le futur justement de tout ce qui est hygiène, beauté, santé aussi. Beaucoup de travaux sur la mobilité, par exemple, mobilité terrestre mais aussi maritime parce qu'on a un gros impact aussi sur les milieux marins. Et donc l'idée, c'est de travailler sur des nouvelles typologies de navires qui ne vont pas impacter les milieux marins en termes de pollution sonore, mais pas que, en tout cas, plein de sujets autour de ça. Alimentation, bien évidemment, en lien avec des sujets qui peuvent être traités ici, dans le Food Design Lab, et des questions beaucoup énergie, sport, voilà, c'est très très large. Et on a un ensemble de clients qui est, là c'est juste des exemples pour montrer un petit peu qui s'intéresse aujourd'hui au biomimétisme. Alors, je vais vous parler d'un premier projet, alors qui date un petit peu, mais j'aime bien le présenter parce qu'il est très important pour moi. C'était mon premier projet en biomimétisme. Alors, il date de 2008, donc là, on est sur un vieux projet. Et j'avais pu travailler avec
l'équipe du professeur Gratzel à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Et donc, en fait, tout le jeu ici était de travailler sur trouver des alternatives justement à tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Alors, les panneaux solaires aujourd'hui, ils sont fabriqués à partir de silicium, et donc on a un rendement qui est pas génial, mais quand même intéressant. Mais ça pose tout un tas de questions en fait, notamment en termes de recyclabilité. Donc, pour produire ces panneaux solaires, eh bien, on va utiliser des terres rares, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour les produire. Et est-ce qu'on sait les recycler ? Non. Maintenant, on sait ? Ok, et à quel coût ? Ok. Ok, eh bien, bonne nouvelle. Mais en tout cas, en 2008, il n'y avait pas encore ces infrastructures-là et ces tests-là. Mais on est sur quelque chose qui était en tout cas voilà, à revoir. Et pourtant, en fait, capter l'énergie du soleil pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie, ça se fait en fait autour de nous. Et vous avez un très bel exemple qui est ici, finalement, quoi de mieux que les plantes pour pouvoir justement produire cette énergie-là. Et donc l'idée du professeur Gratzel, c'était de chercher à imiter ce processus de photosynthèse pour pouvoir fabriquer une photosynthèse artificielle que l'on pourrait imprimer à plat sur des matériaux souples aussi, par exemple, sur des très grandes surfaces à moindre coût et avec une recyclabilité aussi beaucoup plus importante. Et donc, à partir justement de ce qu'il y avait des technologies bio-inspirées qui avaient été mises au point dans ces laboratoires-là, on s'était posé la question de quel impact elles auraient, ces technos-là, sur les objets qui nous entourent. Qu'est-ce qu'il se passerait demain si nos objets étaient capables de s'auto-alimenter en énergie ? S'ils devaient tous arborer en fait, ces cellules photovoltaïques imprimées. Donc là, on est sur des cellules que vous voyez ici, les petites bandes sont des cellules photovoltaïques. Et donc, on a imaginé une série d'objets, dont ce que vous voyez ici, qui est une enceinte qui est entièrement alimentée par les petites bandes rouges que vous voyez, c'est du rouge-brun, qui capte une bonne partie du spectre lumineux et qui va justement permettre de capter même la lumière artificielle, pas que la lumière du soleil, pour pouvoir alimenter un petit haut-parleur que vous voyez situé juste ici, et dont la forme du pliage par origami permet justement de décupler aussi la puissance du son. C'est pas mal, c'est super intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi, alors on avait encore quelques problèmes parce qu'on avait besoin de mettre du dioxyde de titane à l'époque, ça a changé depuis, mais on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Alors en termes de rendement, on n'était pas compétitif vis-à-vis du silicium, mais par contre le silicium à l'intérieur ne capte quasiment rien, donc on avait tout un champ en fait à explorer qui s'ouvrait à nous, et donc ça c'était super intéressant. Donc là, on s'inspirait des plantes pour pouvoir justement développer une technologie qui nous permet de repenser en fait les objets qui nous entourent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un autre objet qu'on a cherché à réinventer, qui est la bouilloire électrique. Et donc, pour réinventer la bouilloire électrique, on a choisi en fait de s'inspirer d'un ensemble d'espèces vivantes qui nous ont permis, via en fait un ensemble de stratégies collectées dans le vivant, de pouvoir justement réduire la consommation énergétique de l'objet. Donc vous voyez différents exemples ici. Donc on s'est inspiré d'abord en fait de la structure interne de la termitière qui permet en fait de gérer de manière hyper optimale les flux de chaleur à l'intérieur de la bouilloire. Donc c'est assez intéressant parce que les termitières permettent justement de garder une température constante dans notamment le Sahara par exemple, alors que vous avez une variation de 40 degrés de température entre le jour et la nuit, ce qui est assez énorme. Et donc on s'est inspiré de ça, on s'inspire aussi pour garder l'eau chaude le plus longtemps possible, de la fourrure de l'ours polaire, mais aussi en fait, du bec de toucan, qui sont creux et qui ont des structures en fait, qui permettent de garder de la chaleur le plus longtemps possible et de pouvoir aussi chauffer que la quantité d'eau désirée en s'inspirant de la structure interne du nautile, qui est un animal marin que vous voyez ici. Et donc, en s'inspirant de ces 4 espèces différentes, on a conçu ce que vous voyez ici, qui est une bouilloire imprimée en 3D en céramique. Donc là, c'est une coupe que vous voyez sur l'image de gauche. Et donc, elle fonctionne par électricité et par combustion. Vous avez le choix de la source d'énergie. Et grâce à ces 4 différentes bio-inspirations, on réduit de 60%
l'impact environnemental de la bouilloire comparé à une bouilloire électrique de la même contenance. Donc vous voyez que finalement, certains modèles biologiques peuvent nous inspirer, juste en repensant à des formes, à des techniques, etc., à pouvoir abaisser en fait, l'empreinte que l'on a sur l'environnement. Et ce projet-là, en fait, on l'a documenté avec le bio-ingénieur avec qui j'ai pu concevoir cet objet-là. On l'a documenté en fait, pour pouvoir voir un petit peu quels étaient les freins à ces coopérations entre scientifiques et designers pour travailler sur ces projets biomimétiques. Et ce qui est super intéressant, c'est que, on l'a vu, hein, on parlait de pluridisciplinarité tout à l'heure, quand on parlait de bio et mimétisme, de faire coopérer les sciences du vivant avec les métiers du design notamment, eh bien, il y a tout un tas de freins en fait, à ces coopérations-là. On ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes méthodologies, pas les mêmes outils, on ne travaille pas sur les mêmes lieux, pas les mêmes temporalités de projet. Un projet de recherche, c'est combien de temps à peu près ? Ça peut durer 3 ans, 10 ans, 20 ans, toute une vie, plusieurs vies d'affilée. Alors que nous, quand on est designer, on va travailler sur des rythmes peut-être plus calqués sur l'industrie. Et donc, on a besoin à un moment donné de pouvoir justement travailler sur des conditions qui nous permettent de travailler ensemble pour pouvoir justement développer des projets interdisciplinaires qui font biomimétisme. Et donc maintenant, je vais vous présenter un autre objet qui est un petit peu différent. On parlait de comment est-ce qu'on peut aussi potentiellement collaborer avec le vivant. Et donc ici, je vais vous parler de ce qu'on appelle une colonie symbiotique de levures et de bactéries que vous voyez à gauche. Donc vous voyez, il y a à peu près 24 types de bactéries différentes qui vivent en symbiose avec des levures dans cette solution-là. Et aujourd'hui, vous la connaissez, cette solution, sous le nom de kombucha. Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Qu'est-ce que c'est la kombucha ? Alors, on voit ça comme un thé fermenté que l'on achète dans les magasins bio, par exemple. Et ici, justement, ce qui résulte de cette fermentation en fait, est lié à la digestion des sucres par les micro-organismes justement dans ce milieu liquide-là. Et nous, on ne s'est pas intéressé à ce procédé-là pour pouvoir justement produire une boisson fermentée, mais par contre pour récolter ce qui est le résultat de cette fermentation-là. Donc ce que vous voyez, en fait, quand vous donnez des sucres à ces micro-organismes-là, vous voyez apparaître à la surface du liquide une membrane un peu caoutchouteuse, comme ça, qui est faite de fibres de cellulose, qui est un autre assemblage des sucres, quelque part. Et donc, à l'époque, on avait commencé à travailler sur le recyclage des déchets organiques par ces micro-organismes-là pour fabriquer en fait, des matériaux à base de cellulose. Et donc, j'avais pu embaucher une bio-ingénieure de l'université de Berkeley qui s'appelle Akriti Jain, et on avait commencé à mettre au point une 50aine de recettes pour produire des matériaux aux propriétés différentes issus du recyclage ou de la transformation de nos déchets organiques par ces micro-organismes pour produire des matériaux. Mais en même temps, si on arrive à les contraindre en forme, si on contrôle les propriétés et la forme, on arrive à produire des objets. Et donc, on avait imaginé un petit outil comme ça, un petit appareil, c'est assez petit, ça fait cette taille-là à peu près, qui vous permettrait, à la fin de vos repas, de nourrir ces micro-organismes qui transformeraient vos déchets organiques pour produire des objets flambant neufs qui pousseraient dans des moules. Donc là, pour la démonstration, on a utilisé des petits moules pour faire pousser des boutons et du fil, des petits objets. Et donc, l'idée, c'est que les micro-organismes transforment en fait vos déchets et fabriquent justement vos objets à la bonne forme, aux bonnes propriétés, et qu'à la fin, vous puissiez récolter les objets qui ont été faits pousser, qui ont été cultivés à partir de ça. Et j'avais été contacté par des gens qui étaient missionnés par le gouvernement indien dans un programme pour faire du transfert de technologie verte de la France vers l'Inde, et qui m'avait dit « Gillian, tu penses trop petit avec cette petite machine. Nous, en Inde, on génère des millions de tonnes de déchets organiques tous les jours, et en même temps, on a une politique qui vise à s'éloigner en fait, de l'usage du plastique. » Alors aujourd'hui, c'est pas du tout ça encore, hein. Et ils m'ont proposé de venir justement tester à Delhi ce procédé-là à grande échelle pour pouvoir justement transformer les déchets, donc les éliminer, et produire des matériaux alternatifs au plastique pour pouvoir justement, dans différents secteurs, les appliquer. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de biomimétique là-dedans ? Eh bien, il y a le fait de travailler avec ce vivant-là, mais chercher aussi de manière à viser, à imiter la circularité. On a cherché justement à travailler en respectant le cahier des charges que l'on a vu au début, en travaillant sur des ressources locales, en travaillant à partir d'une source d'énergie qui est libre et disponible, comme ces matières-là, ces déchets-là et un peu de soleil. Et donc, on a cherché justement à créer une boucle en faisant en sorte que on formait des gens sans emploi à aller chercher les déchets organiques. Donc, on créait un métier. On récoltait les déchets organiques dans l'usine qui nous avait été prêtée.
Les micro-organismes transformaient tout ça en une matière qu'on pouvait exploiter. Et après, on obtenait de la fibre de cellulose qu'on allait en fait presser et injecter très très fort dans des moules. Et donc, on avait un enchevêtrement des fibres qui faisait qu'on avait un matériau qui était très 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 solide. Et on n'avait pas forcément besoin de liant pour les applications que l'on visait. Et ce qui faisait qu'on pouvait redonner à manger nos objets à ces mêmes micro-organismes pour viser justement plusieurs cycles de revalorisation de ces déchets-là par voie bactérienne. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant et c'est une autre manière de voir ce que peut être le biomimétisme. Très rapidement, je pense que je vais bientôt arriver à la fin. J'ai encore un peu de temps ? Ok, super. Autre projet, maintenant on va parler un petit peu de l'impact que peut avoir la construction et le bâtiment en fait, sur l'environnement. Hein, vous savez, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Aujourd'hui, en fait, finalement, pour faire un béton, il y a plein d'organismes qui sont super intéressants. Des organismes qui sont capables justement de pouvoir capter des éléments carbonés pour pouvoir produire un squelette, comme on a pu le voir avec ce que vous avez pu manipuler tout à l'heure, mais aussi voilà, chez les coraux, chez tout un tas d'organismes comme ça, où on peut en fait s'inspirer de ces procédés-là pour pouvoir faire de la biocalcification ou soit imiter, soit directement utiliser ces procédés-là pour pouvoir justement faire des matériaux qui ont des propriétés similaires à celles du béton, par exemple, et des choses qui peuvent être aussi réversibles. Et donc, on avait travaillé pour une exposition qui a eu lieu au Muséum d'Histoire Naturelle l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait l'Odyssée sensorielle. Et donc, on avait travaillé sur des objets qui témoignent de ce que pourrait être une ville demain si elle était en partie bio-inspirée. Et donc, on avait travaillé sur une pièce architecturale, une rosace que vous voyez ici, qui reprend justement ces principes de biocalcification pour montrer que demain, eh bien, si on s'inspirait de ces organismes-là, on pourrait très bien produire des bâtiments sur place à partir de pollution, d'éléments polluants comme le dioxyde de carbone que l'on pourrait chercher à séquestrer dans nos bâtiments pour produire des pièces architecturales telles que celle-ci, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris l'année dernière, mais en tout cas, elle avait été exposée là-bas pendant pas mal de temps. Maintenant, pour reboucler en fait avec là où on est ici, ce qui est très intéressant, c'est que la multidisciplinarité ou l'interdisciplinarité, ça s'apprend difficilement en entreprise. C'est très compliqué, ça demande justement d'avoir une certaine ouverture, d'avoir une posture un peu particulière, de savoir utiliser des méthodes et des outils aussi un peu particuliers. Et quoi de mieux que les écoles pour pouvoir enseigner tout ça. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc j'ai la chance pour ça de pouvoir intervenir dans différentes écoles. Alors l'ENSI depuis 10 ans maintenant, où je dirige un master en design et biomimétisme depuis 4 ans maintenant. Et j'ai la chance aussi d'intervenir depuis 2 ans en food ici pour pouvoir amener justement cette dimension environnementale, challenger un peu les étudiants avec toute l'équipe qui est présente là et dans cette jolie école. Donc effectivement, on doit apprendre à travailler ensemble. Ici, vous voyez quelques images notamment de designers qui travaillent en laboratoire parce qu'on a besoin, quand on fait justement cette multidisciplinarité, on a besoin justement de les former à cette interface entre les disciplines. Et donc ça, pour ça, on a pu monter des projets interdisciplinaires, dont notamment un exemple que je vais vous présenter très très rapidement avant de terminer, qui visait justement à faire en sorte que les étudiants puissent se former les uns les autres à leur propre discipline pour apprendre justement cette coopération-là. Et donc dans ce programme-là, on avait des étudiants de plein d'écoles différentes. On avait l'ENSI en design, on avait Polytechnique en mathématiques, on avait Chimie Paris-Tech et le SPCI en physique-chimie, on avait des étudiants en droit, on avait des étudiants de différentes origines. Donc on avait à peu près 8 écoles qui travaillaient ensemble pendant 10 mois sur la résolution d'un challenge complexe, par une approche complexe permise justement par cette pluridisciplinarité. Et donc le projet, on a fait plusieurs projets, mais j'aime bien présenter celui-ci parce que vous le reconnaissez ici, le challenge visé est extrêmement important. On voit cette belle photo d'un joli moustique, vous voyez, qui a envie de vous piquer. Et le moustique, c'est l'animal le plus meurtrier. C'est 725 000 morts par an à peu près, parce qu'il est vecteur de tout un tas de maladies que sont la dengue, Zika, chikungunya, West Nile, fièvre jaune, etc. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir lutter contre ces épidémies-là ? Eh bien, on va faire un épandage massif d'insecticides dans l'environnement, et on va donc détruire tout l'environnement, les autres espèces qui s'y trouvent, et les moustiques les plus forts vont se reproduire entre eux, et donc on va favoriser la résistance des moustiques. Donc c'est une vraie catastrophe finalement sur le plan environnemental et sanitaire.
Et donc, pour pouvoir proposer une solution alternative à ça, les étudiants ont travaillé ensemble à l'interface entre toutes ces disciplines-là pour proposer une solution qui permette de cibler de manière extrêmement précise les départs de foyers infectieux, pour les traiter de manière très précise, et en même temps de prévenir les populations et de participer à la recherche scientifique. Et donc pour ça, ils ont développé un matériau qui imite, donc là on est dans de la bio-inspiration, qui imite le fonctionnement du couple anticorps-antigène et sur un matériau, et donc qui va provoquer un changement de couleur sur une matière particulière lorsque l'on écrase le sang d'un moustique infecté sur le matériau fait de biosilice et de cellulose qui a été imaginé et produit par les étudiants. Et donc tout ça se met en fait dans ces objets-là. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est un piège à moustiques qui a été conçu en partenariat avec les entomobilistes de l'Institut Pasteur. Et à droite, vous avez un petit kit d'analyse qui va vous permettre d'analyser le sang des moustiques qui ont été capturés. Et donc demain, cet objet-là pourra être distribué par les organisations de santé pour pouvoir arriver dans les villes, les villages ou les zones à risque et de pouvoir faire un maillage justement des zones à risque. Et lorsque on est arrivé à un temps donné, on vient récupérer les pièges. On va venir après analyser, grâce à ce petit objet que vous voyez ici, là, analyser le sang des moustiques. Donc on va les prendre, on va les broyer. On va mettre un petit liquide qui va permettre de révéler les protéines virales présentes dans le sang des moustiques. Et on va après donc, faire passer en fait ce jus, ce qu'on appelle le lisa, sur les patchs qui ont été produits et qui sont bio-inspirés. Et ce qui va nous permettre justement de répercuter un changement de couleur sur une application qui a été conçue justement, que vous voyez ici en bas. Et donc, selon en fait, les changements de couleur, ça va indiquer la présence de certains virus à des endroits extrêmement précis. Et donc, ça va permettre de cibler de manière très précise les départs de foyers infectieux, de prévenir la population et en même temps de participer à la recherche scientifique. Et donc, en 10 mois, un projet étudiant comme ça a remporté le prix de la fondation Bill et Melinda Gates avec $100 000 la première année pour pouvoir développer le projet et plusieurs awards au MIT puisqu'on les emmenait aux États-Unis pour présenter des projets à la fin. Et donc, tout ça pour montrer que même si on est étudiant et qu'on apprend justement à aborder des problématiques complexes par des approches complexes et qui plus est bio-inspirées, eh bien, ça permet d'amener des réponses qui sont extrêmement intéressantes dans ce monde-là. Et donc, je vais finir ici en disant que